RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Rivière. Ensemble, nous recevons Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes président du mouvement Les Patriotes. C'est le mouvement que vous avez créé après avoir quitté ou après avoir été banni du Front National. Lors des les législatives partielles le week-end dernier, dans le Val d'Oise et dans le territoire de Belfort, vos candidats se sont affrontés au FN sans grand succès, avec des scores lilliputiens. Vous nous direz si, malgré tout, eh bien, vous pensez pouvoir faire concurrence au FN, sur quelles idées, sur quel terrain et comment vous allez vous y prendre. Quel espace existe-t-il pour vous? Mais en attendant, l'actualité, c'est la visite d'Emmanuel Macron en Corse pour rendre hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans. Une visite qui se tient sous la pression des nationalistes qui réclament non seulement l'inscription de la spécificité corse dans la Constitution et la co-officialité de la langue corse au même rang que la langue française. Alors, avant d'entendre le président de la République, on voudrait savoir avec Frédéric, quel est votre avis sur la question corse? Est-ce que la Corse doit être traitée à part? Non. Vous savez, moi j'ai commencé chevènementiste. Oui. Et j'avais rejoint Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il avait démissionné en l'an 2000, il était ministre de l'Intérieur, justement sur la question corse. Oui. À l'époque, c'était les accords de Matignon. Et on voulait, le gouvernement Jospin voulait mettre la Corse en quelque sorte à part, avec un haut degré d'autonomie. Bon. Bien sûr, la Corse a sa particularité, elle a sa richesse, elle a sa singularité, tout simplement du fait qu'elle est une île. Donc ça induit des spécificités qui sont déjà prises en compte et qui sont une richesse pour la France. Moi, je suis très heureux qu'il y ait une langue corse, je suis très heureux que la Corse ait parfois son histoire qui la fasse remarquer. Et en même temps, toute l'histoire de la Corse, c'est une longue déclaration d'amour à la France. De Sampiero Corso à Charles Pasqua, en passant par Napoléon III et tant d'autres, les résistants de la Seconde Guerre. On voit bien qu'il y a vraiment un lien très fort et que la Corse est totalement dans la République et dans la France. Et ce que demande, moi je pense que ce qu'a traduit ce vote, mi-autonomiste, mi-séparatiste, c'est plus un manque de France. Un cri d'amour en disant « mais pourquoi vous nous laissez tomber ?» Ouais. On est quand même dans une région qui connaît beaucoup de problèmes de pauvreté, beaucoup plus encore que sur le continent, d'inégalité, de problèmes de formation avec un échec scolaire très lourd, de chômage, de criminalité, avec des problèmes de communautarisme qui ont été exacerbés, parfois on en parle, il y a des flambées. Et on voit une France ou un État qui s'en désintéresse depuis des années et des années. Ce que vous voulez dire, c'est quand ça ne va pas, au fond, les électeurs se tournent vers une forme de radicalité. Ils se tournent vers ceux qui sont les seuls à leur avoir donné le sentiment de s'occuper d'eux, en quelque sorte. C'est un phénomène que vous avez bien connu quand vous étiez au Front National. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de peuple ni de nation corse. Oui. Donc, je ne confonds pas les phénomènes régionalistes avec le sentiment national. Je crois que les Corses sont très attachés à la France, qu'on fera un référendum demain. Ils ne veulent pas de leur autonomie, la plupart des Corses. Non, bien sûr, on fera un référendum demain. De toute façon, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en faire. Il n'y a pas de raison. Il y aurait un très fort attachement à la France. Et bien sûr, non, pas de co-officialité. Qu'on fasse vivre la langue corse, c'est une richesse, comme d'autres langues régionales en France. Mais la langue de la République, c'est le français. Pas d'autonomie particulière. Et même, je crois qu'on devrait respecter le référendum qui avait eu lieu en Corse en 2003, et où les Corses, malheureusement, ça n'a pas été respecté, où les Corses étaient attachés à leur département, avaient montré leur attachement aux deux départements. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à chaque fois que la Corse... qu'on parle de Corse ou qu'on donne le sentiment au plus haut niveau de l'État de s'intéresser à la Corse, on répond institution. Et en fait, on fait le jeu de ces séparatistes. C'est pas ce que demandent les Corses. Les Corses, ils ne demandent pas qu'on mette la Corse dans la Constitution. Et moi, je ne souhaite pas qu'on mette la Corse dans la Constitution. Ça serait la mettre à part et peut-être la voir dériver progressivement. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'occupe de leur île, de l'avenir de leurs enfants, sachant qu'il y a une forte communauté corse d'ailleurs partout sur le continent et même dans le monde, et qu'on s'occupe de leurs problèmes concrets. Et si la France fait cela,
alors vous verrez que les régionalistes vont se dégonfler à toute vitesse. Alors, il n'en restera quasiment plus rien. On saura demain ce que propose Emmanuel Macron en Corse, puisque c'est demain qu'il prononcera le discours qui est très attendu. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans, il a esquissé, le président de la République, une ligne esquissée, qui semble être plutôt celle de la fermeté. On va l'écouter, puis vous nous direz ce que vous en pensez. Le préfet Erignac savait qu'il venait en Corse pour dissiper un climat de confusion et d'incertitude. 20 ans plus tard, la République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, sans transiger avec les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain. Voilà, pas de sortie du giron républicain. Alors, on peut considérer que c'est un propos un peu vague pour l'instant, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à de la fermeté avec cette notion de giron républicain qui puisse vous convenir ? C'est trop flou. Heureusement qu'il n'a pas dit l'inverse, mais ça reste beaucoup trop vague. Est-ce qu'il va mettre oui ou non la Corse et donc dans la Constitution et donc céder oui ou non aux séparatistes? Ça, c'est une vraie question concrète. Vous voulez dire la spécificité corse inscrite dans la Constitution? Oui, l'apparition même de la Corse dans la Constitution. Est-ce qu'il va accepter la co-officialité ou pas? Apparemment, non. Tant mieux. Est-ce qu'il va s'intéresser aux problèmes, prendre à bras-le-corps les problèmes concrets dont je vous parlais? Service public, pauvreté, criminalité, formation, échec scolaire, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Et malheureusement, c'est sur cela qu'il devrait plutôt se concentrer. Maintenant, vous voyez, il y a toujours un problème, c'est le « et en même temps ». Et en même temps, macroniste. Le président dit « Moi, je veux bien être avec messieurs Simeoni et Talamoni, les deux chefs, en quelque sorte, de l'exécutif et du délibératif corse, à condition qu'il y ait le drapeau français dans la salle. » Oui, fort heureusement qu'il a cette exigence. Sauf que quand sa ministre, Mme Jacqueline Gourault, rattachée au ministre de l'Intérieur, y est allée il y a quelques semaines, dans le même bureau, on la voyait sur des photos AFP, hilar, entourée de messieurs Talamoni et Simeoni. Derrière, on voyait le drapeau corse et le drapeau européen. On ne voyait pas de drapeau français. Alors pourquoi la ministre, elle, pourrait y aller et n'exigerait pas qu'il y ait le drapeau français, alors que le président de la République exigerait? Là, il y a une contradiction, ce qui prouve que c'est plutôt de la communication qu'une vraie exigence républicaine. Vous voyez, ça me pose le problème. Et puis, je vais vous dire un problème de fond. M. Macron ne devrait pas accepter de rencontrer M. Talamoni. M. Simeoni, pourquoi pas, mais Talamoni, non, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous célébrons les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. C'était le 6 février 1998, assassiné par des séparatistes. Et M. Talamoni a snobé cette cérémonie, il n'y est pas allé. Il a déclaré par ailleurs qu'il condamnait l'acte, mais pas les auteurs. Eh bien, je suis désolé, c'est un propos ignoble, c'est un propos indigne. Parce que c'était un acte contre la République. Mais surtout qui a coûté la vie à un homme. Oui, mais un homme qui a meurtri une famille, oui, bien sûr. Et qui c'est un assassinat. Oui. Voilà. Et donc le président de la République... On assassinait aussi la République, c'est ce que je veux dire. Exactement, en plus. Le président de la République ne devrait pas honorer de sa présence, malgré tout, ce rendez-vous en présence de M. Talamoni et n'aurait pas dû accepter. Par ailleurs, M. Talamoni ne cesse de l'humilier. Quand j'entends Talamoni dire « Oui, d'accord, on va mettre le drapeau français parce que quand on reçoit un chef d'État, il est de coutume de mettre le drapeau du pays », c'est insupportable. C'est de la moquerie permanente. Et jusqu'où va-t-on accepter? Je veux dire, les Corses n'ont pas voté pour cela. Moi, j'en suis absolument persuadé. Ils n'ont pas voté pour cela. Ils sont trop attachés à la France et à la République. Alors, au-delà de la Corse, on sent en France une résistance des territoires au pouvoir central. On voit émerger des présidents de régions qui deviennent de plus en plus girondins, on va dire. Comment vous analysez cette situation? C'est Paris contre la province. Est-ce que vous considérez qu'il y a ce retour oui, vous avez raison. On voit émerger depuis la décentralisation et puis depuis quelque temps une sorte de montée des roitelets locaux, un retour des féodalités locales. Moi, je l'ai vu, je suis élu dans la région Grand Est. J'ai vu que le président du conseil régional se faisait ensuite appeler président de région. Et qu'il ne lui aurait pas déplu de se faire nommer gouverneur, même a-t-on appris dans un discours, vous voyez, à l'américaine, comme un gouverneur d'État, mais sauf que là-bas c'est un État fédéral, avec des États fédérés, ce qui n'est pas du tout le cas de la France, Dieu merci. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une faiblesse de l'État, c'est tout. Il y a une faiblesse de l'État qui est grignotée par l'Union européenne et qui a été grignotée par la décentralisation, mais sauf que moi je veux y apporter une réponse. Vous savez, la France, ça, on peut remonter très loin, peut-être Louis XI, encore avant, Philippe le Bel, la France s'est construite par son État.
La nation et l'État ont toujours marché ensemble. Et en France, et De Gaulle a de très belles phrases là-dessus, quand l'État s'affaiblit, la nation française, qui est une nation diverse, qui est une nation très politique, risque de perdre son unité. Et on risque à chaque instant de voir les féodalités remonter, reprendre du poil de la bête, ce qui coûte d'ailleurs très cher aux contribuables au passage, parce que toutes ces féodalités veulent en montrer davantage et s'achètent des agences de communication, etc. Et tout ça, ça coûte en plus. Oui, mais vous le dites, c'est pas nouveau, ça remonte... non, mais sauf que... Pourquoi maintenant nouveau... Est-ce que c'est contre le pouvoir vertical, on va dire la verticalité d'Emmanuel Macron? Non, voilà. Macron n'a aucun pouvoir. Non. Macron n'a aucun pouvoir. Il n'a même pas été capable d'interdire un simple herbicide dans son propre pays, le Roundup avec l'affaire du glyphosate. Le président de la République ne peut même plus interdire un herbicide parce que c'est la Commission européenne qui décide. En fait, on est grignoté parce que l'État ne maîtrise ni la monnaie, ni les frontières, ni le budget, ni les lois qui ne sont plus souveraines par rapport au droit européen, etc. Il est grignoté par l'Union européenne, par les technocrates. Il est grignoté par le pouvoir financier, ça va souvent ensemble. Et puis, il est grignoté parce qu'il a lui-même donné beaucoup de pouvoir à des collectivités locales qui n'en ont pas fait forcément grand-chose, ou en tout cas qui en ont fait parfois quelque chose, mais à un coût encore plus élevé qu'avant. Donc, il faut réinstaurer, au contraire, un État-nation. Ça ne veut pas dire qu'il soit centralisé à Paris, surtout pas. Il doit être déconcentré, il doit être dans les territoires. Mais l'État, en France, c'est important. Et aux patriotes, nous sommes attachés à un État fort, un État démocratique, où il y ait de la proportionnelle, où il y ait des référendums, où il y ait même un référendum d'initiative populaire qui soit créé dans la Constitution pour faire respirer cette démocratie moderne, mais où il y ait un État qui soit souverain. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera, mais c'est pour ça que nous sommes pour la sortie de l'Union européenne. Sans tergiverser, nous sommes pour le Frexit. Alors, on va évoquer les législatives partielles. On en parlait au tout début, enfin, on y faisait allusion, Roselyne, au début de cette émission. À Belfort, donc, votre candidate Sophie Montel a obtenu 2%, le candidat du Front National 7,5%, dans le Val d'Oise, votre candidat 1,6%, contre 10% au candidat du FN. Nicolas Bay, le vice-président du Front National, estime, je le cite, que ces résultats montrent que les patriotes n'ont aucune existence politique. C'est une analyse rapide à vos yeux? Et donc, si le Front National en est venu à devoir se comparer à un mouvement politique à 4 mois d'existence, dont la notoriété reste à construire, parce que je ne suis pas naïf, vous savez, il n'y a pas eu de grande campagne nationale, donc beaucoup de Français ne connaissent pas encore l'existence même des patriotes. Ouais. Je pensais qu'ils devaient se comparer à Macron, puisqu'ils seraient soi-disant l'opposition à Macron. Bon, non, leurs résultats, eux, sont en chute libre. Ça, c'est une certitude. Ils sont passés de 18 à 7% en quelques mois. Nous nous construisons. Bien sûr que les résultats sont modestes. Je ne vais pas vous dire c'est formidable, ce sont des scores très élevés. Ce sont des scores très modestes. Mais je vous signale que, par exemple, à Belfort, on a fait à peine 0,5 points de moins que le Parti socialiste. On a fait plus que des partis politiques qui ont 10 ans d'âge, 15 ans d'âge, parfois même beaucoup plus. Et nous avons ce défi de la notoriété, de nous faire connaître. Ça viendra surtout aux européennes, il ne faut pas se leurrer. Oui. Vous, personnellement, vous n'avez pas un gros déficit de notoriété. Oui, mais moi, vous savez, parfois, ce qu'on me dit... Mais peut-être que vous êtes encore trop associé au Front National. Non, mais ça, c'est su. On me l'a dit encore aujourd'hui, tout à l'heure. On me dit « Ah, c'est bien que vous ayez quitté le Front National. Et je sais que vous allez créer un parti politique, vous le faites quand ?» Voilà. Bien sûr, il n'y a pas eu de grande campagne nationale. Donc, c'est à ces moments-là qu'on installe un mouvement. Et puis, il y aura... vous savez, on n'a même pas encore fait notre congrès de lancement. Vous voyez, on a été candidat alors qu'on n'avait même pas encore fait notre congrès de lancement. Et il aura lieu le 18 février à Arras, donc le dimanche, là, dans 15 jours. Chacun est encore libre de s'inscrire d'ailleurs sur notre site internet. Et ça sera un grand moment où on va se lancer avec une organisation moderne, démocratique. Et on veut montrer, c'est pour ça qu'on tenait à avoir ces candidates présentes déjà, Sophie Montel et Denise Cornet au partiel. On veut offrir la possibilité d'un patriotisme moderne et crédible. Justement, voilà, c'est ça qui manque dans la vie politique Quelle est votre française. offre politique entre, dans le fond, la droite qui reprend quand même des couleurs, on l'a vu au partiel, et qui bénéficie des électeurs, ipso facto, des électeurs du Front National qui sont partis chez les Républicains, Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan qui grignote pas mal aussi du Front National et qui commence à avoir un petit pactole. Quel espace pour vous, quelle offre politique vous proposez? Je vais vous répondre très simplement. Moi, je ne pars pas d'un espace politique pour définir un projet. C'est peut-être ce qui nous singularise. Je sais que je n'entends en ce moment dans le commentaire politique français, je n'entends que des responsables, des chefs de parti dire par les boutiques, par les accords de boutique, par les déjà alliances pour les européennes dans 17 mois. Et le projet, on n'en parle plus jamais.
ils veulent s'allier avec on ne sait qui, peut-être l'union des droites, comme si ça avait un sens, pour faire on ne sait quoi, un projet qui est complètement fade. Et moi, je pars d'un projet avec sincérité. Voilà. Je mise sur une valeur qui est peut-être un peu oubliée en politique, Oui, c'est la sincérité. Il y a quoi dans la boîte? Notre projet, c'est l'idée d'un patriotisme moderne. Ça veut dire que nous sommes attachés d'abord à une France libre, parce que sans liberté, sans indépendance nationale, on ne fait rien. Donc c'est pour cela que nous voulons retrouver notre indépendance nationale par le Frexit. C'est un préalable. Ensuite, nous avons un projet complet. Notre projet, ce n'est pas du tout que le Frexit. Moi, vous le savez, je suis, par exemple, en matière régalienne, je pense que la politique d'immigration massive, de communautarisme et d'avancée du fondamentalisme islamiste est un drame. Et qu'il faut y mettre évidemment de l'ordre et des restrictions fortes. Bon, ça, c'est le FN. Mais ce n'est pas le FN. Le FN peut-être le dit, mais je suis désolé, quand le FN nous explique qu'on va faire tout ça dans le cadre de l'Union européenne, qu'il nous explique comment, sans frontières, avec le juge européen. Regardez hier la CEDH. C'est un autre juge européen. La CEDH a condamné la France parce que la France avait renvoyé un terroriste islamiste algérien dans son propre pays. On a été condamné pour ça. Donc vous voyez qu'on ne peut même pas bouger le petit doigt dans cette espèce de corset supranational. C'est pour ça qu'il faut le retrouver. En matière économique, nous sommes favorables à un patriotisme économique et un patriotisme social en disant, écoutez, les pays qui fonctionnent dans le monde sont des pays qui se protègent un minimum de la mondialisation sauvage, ce sont des pays qui aident leurs PME nationales, ce que nous voulons faire, et nous avons cet espoir de pouvoir le faire, bien sûr, là aussi, en récupérant les instruments de notre souveraineté, une monnaie nationale, une nouvelle monnaie nationale, la capacité de pouvoir faire du protectionnisme, et tout le reste. Et puis nous avons la volonté de montrer que le patriotisme n'est pas forcément ringard. Et rien ne lui est interdit. Moi, je veux, et nous parlons d'écologie. Moi, je voudrais qu'on puisse interdire demain le glyphosate ou les OGM. Je voudrais qu'on puisse investir dans l'énergie propre. Non, mais on comprend, finalement, Florian, lui, vous n'avez pas varié. Au fond, c'est ça. Vous n'avez pas varié. Eux, au FN, ils ont décroché. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, si vous me permettez. Hein. D'abord, moi, effectivement, je n'ai pas l'habitude de varier dans mes convictions, même si je m'ouvre tous les jours à un nouveau sujet. Moi, je lis, je m'intéresse, je rencontre des gens. Alors, l'écologie, je vous avoue, j'y étais moins sensible il y a 5 ans. Et puis, j'ai vu tous ces scandales alimentaires, j'ai vu la ferme des 1000 vaches, j'ai vu ces horreurs du glyphosate et l'incapacité à cause des lobbies à bouger. Eh bien, je vous assure que très sincèrement, c'est un sujet maintenant qui me semble mais absolument indispensable. La protection animale aussi, d'ailleurs. Nous sommes le grand mouvement de la protection animale. Et je crois que nous avons des choses à dire sur les services publics. J'ai visité un EHPAD en Isère samedi dernier, j'ai vu les personnels soignants, le directeur de l'établissement. Je peux vous dire que c'est indigne et que là, il y a vraiment des emplois de l'avenir, les emplois liés au grand vieillissement, à la dépendance. C'est indigne de laisser aujourd'hui les services publics du vieillissement notamment se dégrader à cette vitesse. Il faut s'en saisir. Mais d'un mot, puisque vous dites... L'autre problème du Front National, et on trouve le même problème, je dirais, parallèle à la France insoumise, c'est que ce sont 2 culs-de-sac. Tout le monde sait aujourd'hui que ces partis n'arriveront pas au pouvoir et que ce n'est pas avec les cul-de-sac d'extrême gauche et d'extrême droite qu'on fera triompher le patriotisme. Bah, écoutez, moi je ne sais pas où ça va nous mener. Oui. Ce que je vous dis, c'est qu'on le fait avec sincérité. Nous avons pas mal d'élus qui nous ont rejoints, je les en remercie tous les jours. Il y a pas mal de monde qui vient. On essaie de proposer, de se dire, voilà, on veut une France libre, grande, rayonnante, juste, qui ne laisse pas des gens sur le bord du chemin chez elle, généreuse, pas la France fermée, mais une France qui soit responsable, mais généreuse. Et ce patriotisme moderne, je suis sûr qu'il est majoritaire dans la population française, c'est tout. Quand vous dites une France pas fermée, qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire que, par exemple, en matière sociétale, moi je suis... Ah oui, vous ne parlez pas des frontières. Moi je ne remets pas en cause le mariage gay. Ça, Marine Le Pen avait dit qu'elle ne le remettait pas en cause non plus. Ah si, dans son programme officiel, elle abroge la loi, encore aujourd'hui. Ils abrogent la loi Taubira. Au moment de l'élection présidentielle, elle avait dit qu'il n'était pas question de le remettre en cause. Si. Ah si, je peux vous dire, c'était dans le programme. Bon, c'est pas le souvenir que j'en ai. C'est un des 144 engagements. Vous le retrouverez facilement. Des fois, entre l'écrit et l'oral, il y a comme ça des variations. C'est toujours leur programme. Je crois pas qu'elle vous ait dit ça. Ça aurait marqué. D'un mot, même si ça va être difficile d'y répondre, mais puisqu'on a bien compris que pour vous, la clé, c'est la souveraineté retrouvée. Non, mais il faut de la crédibilité. Oui. Enfin, je veux dire, attendez, laissez-moi. La souveraineté. La votre question précédente était tellement ouverte que j'ai envie de dire plein de choses. Mais la question. Bon, attendez, de toute façon. Non, mais on n'a plus le temps. On arrive à la fin de la première partie. J'ai juste le temps de vous dire ça et d'annoncer un petit point sur l'actualité. Puis je vous poserai la question sur l'Europe plus après. Très bien. La deuxième partie.
Vous êtes sur France 24, les dernières nouvelles à 18h30 heure de Paris. Emmanuel Macron est en Corse pour son premier déplacement dans l'île dirigé par les nationalistes. Le président français a choisi la fermeté. Pas question d'envisager la sortie de la Corse du giron républicain. Pas d'amnistie non plus pour les prisonniers, notamment les assassins du préfet Erignac, dont une place porte désormais le nom à Ajaccio, sur les lieux mêmes de sa mort. C'était il y a 20 ans. C'est là qu'aujourd'hui, le chef de l'État lui a rendu hommage. Écoutez. Ce qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas. Ce fut un assassinat, un attentat. On a tué un homme parce qu'il était un serviteur de la République. Assistait à cette cérémonie notamment la veuve de Claude Erignac et 2 de leurs enfants, de retour pour la première fois en Corse depuis l'assassinat du préfet, ainsi que celui qui fut ministre de l'Intérieur à l'époque des faits, Jean-Pierre Chevènement. Une présence considérée comme, je cite, un très mauvais signal par le président du conseil exécutif de l'île, Gilles Simeoni. Lui-même doit s'entretenir avec le président Macron d'ici une demi-heure aux côtés de l'autre dirigeant nationaliste de l'île, le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Il pensait être fixé sur son sort aujourd'hui. Julian Assange devra patienter encore une semaine pour savoir si la justice britannique lève ou non le mandat d'arrêt à son encontre. Un mandat que juge en tout cas valide le tribunal londonien de Westminster, saisi par le fondateur de Wikileaks. Reste à savoir s'il est dans l'intérêt du public et du contribuable britannique de maintenir la surveillance sur Assange, qui vit reclus depuis plus de 5 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour éviter d'être interpellé. Les bourses européennes, elles clôturent en forte baisse après la journée d'hier qui avait vu le Dow Jones chuter de plus de 4,5%. Le CAC 40 cède 2,35% à la clôture, moins 2,32% pour le DAX à Francfort. À Londres, le FTSE perd même 2,64%. En revanche, vous le voyez aux États-Unis, à Wall Street, le Dow Jones gagnait 0,21% à la mi-journée, plus 0,06% pour le Nasdaq, moins 0,12% en revanche pour le S&P 500. C'est dans une heure maintenant que doit décoller à Cap Canaveral en Floride la fusée Falcon Heavy de la compagnie SpaceX. Décrite comme la plus puissante du monde, elle représente l'équivalent de 18 Boeing 747. On la doit à l'entrepreneur Elon Musk qui espère avec ce type d'aéronef transporter des équipages sur la station spatiale internationale et peut-être un jour coloniser Mars. Pour ce baptême de l'air, il s'agira surtout d'éviter l'explosion à une trop grande proximité de la rampe de lancement. Falcon Heavy qui transportera pour l'occasion une Tesla rouge et devrait s'élever dans le ciel sur l'air de Space Oddity de David Bowie, une coquetterie signée Elon Musk. Et puis Tariq Ramadan, le théologien suisse mis en examen pour viol, a été placé en détention provisoire ici en France. C'est ce qu'on apprend de sources judiciaires. Voilà, retour à présent à Mardi Politique. L'invité est le député européen, président du parti Les Patriotes, Florian Philippot. Il répond aux questions de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.